Bonsoir tout le monde. Merci de nous rejoindre pour cet événement du lancement en France de notre nouvelle caméra, de la famille Cinealta. Donc pour vous présenter tout ça ce soir, nous avons 4 intervenants. Moi-même, je suis Fabien Pisano, je suis le directeur de la division professionnelle pour l'Europe. Nous avons Jean-Yves Martin, au chapeau, connu comme le loup blanc, qui donc expert image et workflow nous accompagne sur les tournages et les post-production. Nous avons Forest Filmo, opérateur, et qui vient nous expliquer plus particulièrement aujourd'hui les workflows et la partie post-production, enregistrement sur cette nouvelle caméra. Et nous avons aussi Chris avec nous tout à l'heure qui montrera les images qu'il a tournées en zombie avec la caméra. Donc, allons-y, c'est parti. Donc déjà, pour rappeler, chez Sony, cette famille qui s'appelle Cinealta est donc une gamme de produits qui est dédiée à la production cinématographique, donc que ce soit long métrage, fiction, série, publicité, etc. Et donc c'est une famille qui a maintenant plus de 15 ans, qui a évolué pas mal à partir de la HWF 900, une caméra des années 2000 qui était une des premières caméras qui utilisait le 24 images par seconde. Et donc on est aujourd'hui dans cette famille avec 2 caméras qui sont la Venice et la Venice 2, qui donc ont été développées particulièrement avec un dialogue très précis et très constant avec les chefs opérateurs au niveau de l'ergonomie, au niveau de l'image, au niveau de l'interaction, au niveau du workflow. Les maîtres mots de cette gamme Cinealta, c'est bien sûr l'excellence de l'image. C'est vraiment un travail chez Sony très important au niveau du design des capteurs, puisque Sony est son propre fondeur, à la différence d'autres constructeurs qui ont fait tous les capteurs de A à Z, et ils sont utilisés sur plusieurs types de gammes. Et là, du coup, pour la partie Cinealta, c'est les capteurs les plus définis et avec le plus de dynamique et le plus de rafraîchissement d'images par seconde qu'on puisse faire. Deuxièmement, il y a toute la partie workflow qui est importante, c'est-à-dire pour pouvoir traiter des gros flux d'images, que ce soit en 4K, en 8K maintenant, mais sans avoir des énormes data load. Donc ça, c'est Forest vous en parlera tout à l'heure, notamment avec les formats type XOCN, qui sont un dérivé du RAW. Et enfin, finalement, très important, la partie ergonomique, facilité d'utilisation, accessoirisation, compacité. Intuitif. Voilà. Et donc ça, c'est les maîtres mots. À chaque fois qu'une caméra est designée dans cette gamme-là, elle doit suivre ces critères-là, qui sont vraiment des guides pour ces nouvelles caméras. En 2023, il y a eu pas mal de films, donc maintenant Venise est bien dans le paysage, pour ceux qui suivent, à chaque fois qu'il y a un festival de Cannes, ou qu'il y a des Academy Awards, ou qu'il y a des Emmy Awards, etc. On a la liste des caméras qui sont tournées, qui sont utilisées. Maintenant, on voit Venise quasiment une fois sur 2 sur les tournages. Donc là, vous voyez quelques installés de production qu'on a fait, on n'a pas tout mis. Il y avait du Top Gun aussi qu'on a mis là-dessus. Il y a eu des très belles images, comme celle sur Wakanda ou sur Avatar. Dernièrement, il y a un travail pour mêler l'image et aussi des images de jeux vidéo sur 30 horizons. C'est assez intéressant de voir le travail qu'ils ont fait au niveau de la synthèse. Si maintenant on regarde plus pour la partie française, on est parti de la slide française. Excusez-moi. Non. Eh bien alors, on l'a enlevé. On avait des magnifiques longs métrages français. Eh bien tant pis. On est bien sur la bonne présentation. Ouais, tant pis, c'est pas grave. On va vous embêter avec ça, mais bon, on a fait aussi une rétrospective. Là, c'était plutôt les longs métrages au niveau international. Mais il y avait eu des très belles choses faites en France cette année. On le remettra. Et puis, de toute façon, on mettra à disposition ça, donc on le republiera. Pourquoi vous voyez des images ici qui sont extraites il y a longtemps, des années 50, 60, des images de la nouvelle vague? C'est parce qu'il y avait eu ce besoin à l'époque d'avoir cette envie de mobilité, cette envie pour les réalisateurs et les opérateurs d'être sur le terrain, d'être dans la rue, de sortir des studios et la liberté. L'arrivée de la nouvelle caméra chez Sony, c'est ça aussi qui a été poussé. Donc garder tout ce qu'on connaissait de la famille Cinealta, mais en même temps amener cette mobilité.
Il y avait aussi un autre besoin autour de l'autonomie créative. Donc voilà, on a des illustres prédécesseurs en France qui ont travaillé pour l'autonomie et le fait que les opérateurs soient libres et puissent travailler et donner libre cours à la créativité avec des outils de plus en plus légers, maniables, agiles. Voilà, c'est un peu l'idée de se dire qu'est-ce qu'on peut faire, nous, on est un industriel, Sony, qu'est-ce qu'on peut faire avec la technologie pour qu'un opérateur soit plus habile, soit plus libre, soit plus autonome. Par exemple, vous verrez, on introduira des notions de zoom autorisé, autofocus assez performants dans la caméra. Ça ne remplace pas du tout le travail d'un pointeur, mais dans une équipe réduite ou dans une équipe solo, ça peut tout à fait avoir le coup. Donc plus de mobilité, oui, c'était une grosse demande du marché. Plus d'autonomie créative, très grande demande des créatifs et des chefs opérateurs, mais garder l'excellence d'image qui fait la marque de fabrique de la Venice et la simplicité des workflows avec des images pas trop grandes. Donc c'est Borano. Alors Borano, voilà, la nouvelle caméra que vous voyez ici, vous pourrez la voir, la toucher et l'utiliser juste après. C'est une caméra qui est dans la famille Cinealta, mais qui a bénéficié d'un travail sur l'agilité, la compacité, l'autonomie. Donc j'ai envie de détailler dans quelques secondes qu'est-ce qu'elle a dans le ventre et pourquoi il y a ces fonctionnalités si axées sur le travail par exemple en solo. Alors on nous pose souvent la question, on a 1000 slides, mais Borano c'est quoi ces trucs, c'est quoi? Pas très loin de Venise. Voilà. On a 1000 dessins. Pour ceux qui ne savent pas, au large de Venise, il y a 2 îles. Il y a Murano avec un M, là où on souffle le verre, voilà, ils ont une expertise là-dessus. Mais c'était déjà pris. Oui, alors c'était déjà pris, Murano. Et donc juste après, il y a la petite sœur, vous voyez, au bout, il faut à peu près 40 minutes en Vaporetto, c'est sympa, j'imagine, comme trajet. Et on arrive à Murano, qui est une petite ville de pêcheurs, un petit village de pêcheurs, ni plus ni moins. Et ça a plu à nos ingénieurs japonais en disant bah ouais, mais voilà, c'est la petite île au large de Venise et qui est plutôt dans un côté route, plutôt un côté terrain. Et voilà. Et comme on aime bien faire dans la dentelle, Voilà. la dentelle de Burano. Ok, donc voilà, c'est ça l'histoire de Burano. À l'intérieur de la gamme, du coup, comment est-ce qu'elle se positionne par rapport à la Venice? C'est simple, la Venice, c'est la plus haute qualité d'image possible qu'on pouvait pour les effets spéciaux, avec le XECN jusqu'à une niveau type LT, une caméra avec énormément de possibilités d'accessoirisation. Donc, une caméra dans laquelle on essaie de mettre tout ce qui est possiblement réalisable au niveau ingénierie pour l'excellence d'image. Mais qui reste une caméra d'équipe. Voilà, caméra préparée en équipe. La Borano, elle est vraiment volontairement, elle fait l'impasse par rapport à la Venice sur des entrées-sorties, sur des modes d'image, etc. Mais aussi elle va rajouter des choses qu'on n'a pas voulu mettre dans la Venice, je vous en parlais tout à l'heure, un système de stabilisation, de l'autofocus, des éléments qui vont s'avérer très utiles quand on travaille en toute petite équipe, voire en mode solo. Voilà un peu comment les 2 caméras, qui sont vraiment volontairement au sein de la même famille, s'articulent. Donc c'est la petite sœur de la Venise 2 du coup. C'est ça. Je finis avec ça, avant de passer la parole à Jean-Yves. Voilà les grandes caractéristiques que vous avez trouvées, que Jean-Yves va vous détailler sur la Borano. On est sur un tout nouveau imageur qui n'existait pas, qui fait un peu plus du cas. On reste sur du 16 bits, sur du 16 diaph de dynamique, avec un enregistrement XOCN en 16 bits linéaires. On ajoute des nouveaux formats beaucoup plus, on va dire, adaptés à des workflows très légers, type XAVC en 10 bits, en mode HD, donc ça on n'avait pas non plus sur la Venice, donc ça ajoute la possibilité d'avoir des workflows plus simples, et bien sûr tous les éléments que je vais vous détailler au niveau de la stabilisation et de l'autofocus. Merci Fabien, donc on va maintenant regarder un peu ce qui se passe à l'intérieur. Alors déjà extérieurement, on reprend les codes de la Venice qui ont fait le succès de ces caméras très versatiles dans lesquelles vous avez en standard une monture PL, mais si vous la démontez, derrière, gratuitement, vous avez une monture E. Donc ça va permettre de choisir vraiment dans une vaste étendue d'optique, et en particulier pour le terrain, ça va prendre tout son sens. Ça va permettre d'avoir des optiques
un peu plus photo, qui peuvent aller chercher des téléphotos un petit peu plus puissants pour aller chasser les animaux, par exemple, comme on le verra tout à l'heure. Les formats, c'est le même concept que la Venice. On a un grand capteur full frame 24-36 dans lequel on va pouvoir retailler les différents formats créatifs qui vont permettre de définir chacun de vos projets. Alors, il y en a certes un petit peu moins que dans la Venice 2 pour démarrer. Par exemple, il n'y a pas le 3,5. Bien qu'il existe physiquement, il n'est pas ouvert au lancement de la caméra. Mais c'est déjà prévu qu'on l'ouvre à terme et qu'on puisse justement augmenter le nombre de formats au fil des versions de logiciels. La caméra est équipée aussi d'une boîte à outils pour le tournage solo. C'est la première fois qu'on propose en monture PL et en monture E, mais surtout en monture PL, une caméra avec un stabilisateur d'image. Alors c'est un stabilisateur d'image mécanique, monté sur piézoélectrique, qui va permettre de bouger le capteur légèrement en fonction des informations qui viennent des capteurs d'accélération, de sorte que vous allez avoir une parfaite stabilisation sans crop dans les choix de format full frame. On a créé un deuxième mode, un mode plus puissant, parce qu'évidemment ce mode est limité au déplacement mécanique du capteur à l'intérieur de la caméra, donc c'est assez restreint, c'est surtout pour les vibrations et les petites oscillations. Mais on a aussi créé un mode qui permet de bouger l'image sur le format 35 mm dans toute l'image full frame pour pouvoir corriger les plus grandes amplitudes de mouvement. Alors évidemment, uniquement disponible sur les formats Super 35. On a aussi ajouté dans cette caméra les filtres neutres variables qui ont fait le succès depuis FS5, FS7 Mark II, FX9, FX6. Toutes ces caméras sont équipées de filtres neutres variables, même certains caméscopes de pointe pour le news. Et maintenant, même les caméras de studio télévision, broadcast, sont équipées de ce filtre neutre variable. C'est-à-dire c'est une demande. Tellement les gens se sont accaparés cet outil que la pression était telle qu'on a été obligé de l'inclure dans des caméras qui avaient déjà été développées. On l'a rajouté. Après, tous les gens qui touchent à l'image et à la gestion de la lumière, quel que soit le type de production, peuvent, grâce à ça, travailler sur l'exposition sans travailler sur le diaph, de manière indépendante des deux, et donc du coup donne un degré de liberté et de travail sur cette exposition avec et le diaph et le fil de densité. Donc c'est une combinaison qui s'avère payante. En particulier dans les lumières variables en extérieur, quand on ne veut pas changer l'ouverture, eh bien on a cet outil variable, ce neutre densité variable, qui va venir vous compenser les variations de lumière sans changer votre ouverture, donc sans changer votre profondeur de champ. Donc ça permet de rendre beaucoup plus artistique les prises de vue en extérieur, par exemple. Et puis le dernier outil qu'on a ajouté à la caméra, c'est l'assistance au point, qui fonctionne très bien sur les appareils photo alpha. En fait, c'est né de l'intelligence artificielle qu'on avait mis à l'intérieur des alphas. On a récupéré ce savoir-faire, cette science-là, et on l'a ajouté dans toute notre gamme. Et là, pourquoi pas, on l'a mis aussi dans la Burano, et ça va permettre, par exemple, ça a permis à Chris de faire des images en téléphoto sur des animaux avec une très belle stabilité. Sur les performances du capteur, on n'a pas lésiné, on a fait un copier-coller de ce qui existait dans la Venice 2, on est sur les mêmes latitudes, on est sur le même mode double base ISO, et on est sur exactement la même science couleur. Ça veut dire que les images XOCN, LT issues de la Burano seront parfaitement mélangeables avec les images de la Venice 2. Et on a développé aussi toute une gamme d'optiques pour ceux qui veulent utiliser les montures E. On a développé toute une gamme d'optiques avec des moteurs linéaires développés par Sony pour justement que la réactivité de la mise au point, justement de l'assistance à la mise au point, soit la plus performante possible. On peut la doser, il y a des menus pour pouvoir établir la vitesse avec laquelle on veut passer d'un point à un autre, mais on peut la rendre hyper réactive pour accrocher un point sur un œil, avec détection de visage par intelligence artificielle et détection de l'œil, et donc accrocher ça et se concentrer sur le cadre, le mouvement, et sans être obligé d'avoir à s'occuper du point.
Si c'est sur un visage, c'est beaucoup plus facile. Alors ça ne marche pas que sur les visages, on peut aussi définir des zones dans l'image qui sont emblématiques du plan focal que vous voulez utiliser. S'il y a suffisamment d'informations dans cette zone-là, le système va accrocher dessus aussi. Donc, automatiquement, on sait reconnaître un visage humain et un œil, mais en manuel, vous pouvez aussi définir une zone de point qui va bouger dans votre image, mais sur laquelle vous voulez accrocher. Ça marchera d'autant mieux, oui. Et le squelette, non. Ça, c'est nouveau, ça. Oui, donc la silhouette, on sait reconnaître un humain. Alors bon, tous les humains ne sont pas tous humains, en fait. C'est reconnaître quand même. Voilà, donc ça marche d'autant mieux que on va utiliser évidemment des optiques qui ont été conçues pour ça et qui sont équipées des moteurs ultra rapides. Et Sony en parallèle a développé pour la photo, mais pas que, toute une gamme d'optiques en monture E qui justement sont très adaptées à ce genre d'application. En plus, on l'a conçu cette caméra pour faire de l'extérieur, donc on a pensé qu'effectivement tous les problèmes d'humidité, de poussière, de vent, etc. devaient être pris en compte. Et évidemment, on a durci le châssis, on a un châssis en magnésium qui est très léger et néanmoins très très robuste. Et on s'est arrangé pour que la circulation d'air à l'intérieur de la caméra soit complètement étanche et ne vienne pas dégrader l'électronique qu'il puisse y avoir à l'intérieur, ni le capteur. On s'est aussi arrangé pour que ce capteur soit très très peu consommateur d'énergie et donc du coup que la longévité des batteries soit assurée. Donc vous pouvez partir tranquille avec une ou deux batteries pour votre journée de travail, vous serez surpris, ça dure vraiment très longtemps. Alors voilà, ça c'était un peu pour illustrer le côté un peu terrain de cette caméra. Donc voilà, on va passer la parole à Forest maintenant pour nous parler un petit peu de la suite. Qu'est-ce qui advient quand on a enregistré ces images ? Ah oui, surtout parler des codecs, en réalité, voilà. C'est vrai que Fabien m'a présenté comme opérateur, et c'est vrai que je fais des films, mais je suis aussi chef étalonneur en post-production. Donc c'est plutôt dans cette qualité-là que je viens vous parler aujourd'hui. On peut parler du négatif qui sort de ces caméras, et donc voilà, c'est une des caméras les plus versatiles disponibles maintenant. Vous avez vu peut-être le logo 8K dessus, quelque part. Ça fait du 8K. Mais en vrai, ce qu'ils n'ont pas encore dit, c'est que ça peut aussi potentiellement faire du 6K. Un 6K full frame. J'aimerais qu'on reparle quand même vite fait, du coup. Certains se souviennent peut-être de la FX9, qui avait aussi, pareil, une espèce de mode dual où il y avait un capteur 6K, mais qui peut fabriquer un négatif 4K. Et on pouvait sélectionner soit 6K, soit 4K sur la FX9. On a quelque chose d'assez similaire ici, où le capteur est en 8K. On peut sélectionner un mode 6K qui est toujours full frame, qui est quand même plein écran. Donc ça, c'est complètement nouveau. Ça permet justement de réduire un peu la taille de notre négatif. Donc voilà. Je sais que le 8K, c'est bien sur le papier, c'est joli sur les comparatifs produits, et ça c'est évident. Il y a plus de matière dans le négatif quand on a des rushs en 8K. Mais en vrai, c'est compliqué à gérer en post-prod. C'est compliqué à gérer en data. Donc du coup, il y a déjà ce premier truc dont je voulais parler, déjà, c'est la taille du négatif n'est pas corrélée à la taille du capteur sur cette caméra. On peut avoir un négatif en 6K ou en 8K, et les deux, en fait, sont full frame, et ça, c'est assez génial. Fabien, par contre, on a parlé, on peut aller du 8K jusqu'au 2K en vrai. Donc, c'est ultra versatile. Je préfère une prod et une post-prod en 2K, en 4K, en 6K ou en 8K. Tout est possible dessus. Oui, alors je suis très mal placé du coup pour voir ce petit tableau. J'espère que vous prenez des notes mentales extrêmement rapides pour voir tous les formats possibles et imaginables. Ouais, il y a tout sur le site web. Ouais, sinon vous tapez Sony Burano dans votre moteur de recherche favori et vous aurez toutes ces informations qui vont pleuvoir dessus. Mais voilà, il se trouve qu'en full frame, elle est certainement moins rapide que la Venice. Néanmoins, pour les opérateurs qui ont besoin de faire de la vitesse, vous avez un je ne sais quoi de filet d'huile d'olive à faire couler sur une feuille de salade et que vous voulez que ce soit ralenti, il y a quand même un mode 120 images. Donc, il faut couper un petit peu, il faut redescendre. Et du coup, étonnamment, bien qu'elle soit pas aussi rapide que la Venice, elle peut aller aussi vite que la Venice. Je vous laisse penser à cette phrase. Elle veut dire quelque chose, je vous promets. Voilà. J'avais quand même envie de juste refaire un point sur l'XOCM. Alors, je sais que c'est pas une nouveauté. Ça a 4 ans au moins, plus que ça, même F55, déjà à l'époque. Avec XSR7, exactement, c'est déjà XOCM, c'est très vieux, et je sais pas comment ça se fait, mais en post-prod, on continue à rencontrer des gens qui ont jamais bossé en XOCM. Donc, de moins en moins, mais ça arrive encore, et donc je voulais quand même qu'on en reparle. J'ai remis cette slide, qui est pas toute fraîche, mais qui compare un truc qui est vachement important, c'est les data, les amis.
Donc vous avez tout en haut les formats AVC, donc ça évidemment c'est pas très gros, on le sait, hein, ça tient sur des mini cartes mémoire, hein, c'est FX type A, on met ça dans une FX6 et hop, c'est fou, on fait du 4K, c'est tranquille. Et puis vous avez plus bas les gros formats, et j'attire votre attention sur le ProRes 444, qui est un peu l'espèce de standard comme ça maintenant qu'on a du tournage en haute qualité. Donc le ProRes 4444 c'est un 12 bits. C'est un 12 bits RGB qui encode un 4e canal d'alpha qui ne sert à rien, parce que notre caméra n'enregistre pas de transparence, et donc ça fait des gros data, des gros fichiers, c'est des gros débits. Ça, c'est des débits comparatifs pour une seule unique géométrie, à savoir c'est de l'UHD à 24 images. Donc c'est voilà, un format assez standard. Je vous l'ai dit, ça va du 2K au 8K, donc c'est pour donner une sorte de marge de valeur équivalente. Donc vous voyez ici que l'XOCN LT, c'est vachement plus léger qu'un ProRes 444. Et je sais que ça a du mal à rentrer comme ça dans la tête de beaucoup de monde, qu'on peut faire du RAW en 16 bits linéaires, avoir une qualité d'image qui est objectivement et de façon mesurable sur tous les critères de qualité que vous pouvez choisir meilleur à un ProRes, et qui est de la moitié du poids. Carrément plus léger. Même pas marginalement plus léger, c'est carrément franchement plus léger. Donc voilà, je sais pas si ça on aura l'occasion d'en repapoter après. En tout cas, voilà. On le voit en post-production. Et ça aide énormément au workflow, le fait qu'on ait de l'exocéan sur ces caméras. Alors, on en a fini avec notre présentation qu'on a voulu rapide, exprès, avec vraiment vous donner les grandes lignes sans aller dans le détail. Évidemment, ce soir, c'est interactif. Vous pourrez nous poser toutes les questions que vous voulez pendant la session ou juste après. On voulait conclure quand même cette présentation en montrant des images. C'est quand même l'objectif premier. Donc on va passer 2 séquences de 2 chefs opérateurs. Pablo Sodi qui est italien et qui a tourné, vous allez voir, avec la caméra tout seul en réelle nature, pas mal d'images qu'on va utiliser comme illustration viennent de certains de ces tournages. Et puis Chris Smith qui est avec nous ici. On verra également les images qu'il a tournées en Zambie juste après, et il nous rejoindra sur scène pour pouvoir parler de son expérience et aussi répondre à vos questions. Ok, on est bon pour les images? Voilà, on peut lancer. Je ne sais pas s'il me voit en cabine. Je pense que oui. Je ne sais pas s'il nous entend en fait. J'ai vu un signe. C'est pas la pellicule qui a cassé, hein, ça c'est sûr. Projection 4K, oui. Pour la petite histoire, c'est aussi un projecteur Sony en 4K, voilà, qui a été installé par Christophe, qui est là aussi avec nous ce soir. Donc, je ne sais pas si on doit réveiller le projectionniste. J'ai vu un mouvement là-haut, donc j'ai cru voir un petit... Ouais, va voir. Du coup, alors on improvise. En attendant, on va prendre déjà des premières questions par rapport à tout ce qu'on a dit. Voilà, allons-y. On passe le micro, comme ça tout le monde entend. Comme ça, on prend de l'avance. En tout cas, le temps que tout ça se mette en place. Pardon, j'ai vraiment oublié comment fonctionnaient les neutres variables. Donc, si vous pouviez le préciser, merci. Je vais répondre. Tu veux faire un micro? Je vais répondre. Les neutres variables sont en fait un filtre à cristaux liquides, la même technologie, la même idée que ce qu'il y a sur les montres pour afficher, voilà, mais qui est piloté par une tension électrique variable que l'on peut paramétrer de plusieurs façons. La façon la plus simple, c'est de la servir sur le signal vidéo, sur les variations de lumière qu'on récupère dans la caméra. Avant, ça permettait de piloter l'iris automatique des caméras, sur les caméras de reportage. Là, on s'est dit, laissons l'iris comme outil de création, de créativité, hein, c'est ça qui règle la profondeur de champ, et ça a été défini à une valeur bien précise, et gérons la lumière avec cette transparence variable de ce filtre à cristaux liquides. Donc c'est une interaction entre quelque chose qui se passe dans la caméra, puisqu'il faut analyser la lumière dans le signal vidéo, et qui réagit sur ce filtre qui est juste devant le capteur, en fait, devant le filtre infrarouge. Il y a ce filtre neutre variable qu'on rajoute, mais qu'on peut enlever. C'est-à-dire qu'en fait, c'est un système qui descend et qui monte devant le capteur. C'est-à-dire que quand tu es en clear, il n'y a pas de filtre neutre. Parce que ce filtre neutre peut rajouter un peu de polarisation.
c'est du cristaux liquide, peut légèrement polariser, ce qui n'est pas forcément moche, hein. On met des fils polarisants des fois pour certaines raisons, mais ça peut gêner de temps en temps. Donc on peut aussi le débrayer et ne pas l'utiliser du tout. Ce qui fait que par exemple au niveau des stops, bah, tu démarres à 0,6 au lieu de démarrer à 0,3. Il y a un step qui est dû à ce filtre variable qui prend une place. Ça, c'est le mode le plus logique d'utilisation de ce filtre neutre. Je viens plutôt aussi. Oui, pardon, je je crois que reviens. Je l'arsène un petit peu. Donc ça, et le deuxième mode, c'est qu'on peut aussi programmer ce filtre neutre pour avoir les pas intermédiaires comme sur la Vélis, c'est-à-dire avoir quelque chose qui correspond à des stops entiers. Donc il y a un système qui marche par pas, de 0,3 en 0,3, enfin justement 0,6, puis ensuite 0,3, 0,3 jusqu'à 2,1. 2,1 ou 2,4, j'ai oublié. 2,1, ouais. Donc ça, c'est aussi paramétrable dans la caméra. Donc on peut l'utiliser soit pour faire des steps, soit pour être complètement linéaire, asservi sur le signal, c'est au choix. Et on peut l'embrayer avec l'iris, mettre tout ça dans un automatisme global pour gérer des très fortes variations de lumière, ou alors ce qu'on peut faire aussi, c'est les dissocier complètement pour être complètement libre de gérer l'ouverture sur des paramètres artistiques, et en même temps gérer les fluctuations de lumière asservies via le filtre variable neutre. Tu pourras regarder de toute façon tout à l'heure quand tu viendras manipuler, tu as ton diaph comme d'habitude, et puis tu as la petite molette que tu peux assigner sur la densité neutre, et donc tu fais varier la quantité de lumière qui va pouvoir passer ce fil sur le capteur, et tu peux jouer sur les deux en même temps évidemment. Je crois qu'on est prêt, il faut regarder les images. Alors, puis on reprend. On reprendra les questions. Toutes les après, questions, évidemment. on reprend tout notre. C'est parti. On va s'asseoir. It is still the night. Dawn's approach is near. But I am already here. I am everywhere. Softly I make the world appear. With gentle touch, I give it shape until my embrace reveals it completely. Behind the clouds, and through the rain, in darkest winter, in blazing summer, I am here.
I am the light. Today is a day to remember. Is it the sun feeling slightly warmer? Is it the unique blend of scents telling stories from the wilderness? Today is a day to remember. Is it your heart beating faster? Is it this vibrant thrill whilst listening to the wild inside? Framed by enchanting woodlands. Noticing the background for an instant. You paint life in myriad hues and shades, capturing the light in each soul like a shining beacon of hope. You wish we could treasure all creatures as if they were the last of their kind. And protect their homes as if they were ours. While the internal, yet so fragile, life cycle unfolds before our eyes. Today is a day to remember. Just like other days, we all have something special. We are alive. They are alive. And it lights up our hearts with radiant hope as we encounter so many extraordinary moments. Life is the most wonderful journey. And we want to remember every moment of it.
Ok, donc voilà. Bonsoir, Chris. Bonsoir à vous tous. Alors, félicitations, les images, je les trouve magnifiques. Et surtout, ce qui m'intéresse, c'est qu'on voit le générique de fin, là, réalisateur, Chris Schmitt, chef opérateur. Donc, on a bien cette idée de, voilà, il y avait combien de personnes là, pour faire ces images? Là, on était 3. Donc voilà, je suis cinéaste dans l'animalier. Donc souvent, dans tout ce qui est animalier, on essaie d'être la plus petite équipe possible, en fait, pour déranger le moins. Et donc là, on était 3, un guide local, une assistante en tête qui faisait également le modèle. Donc voilà, on essaye de combiner un petit peu des fois quand on peut. Et moi-même. Donc voilà, donc c'est vrai qu'en tant que vidéaste animalier, c'est toujours, on va dire, une galère pour ceux qui font les caméras, parce qu'on aimerait une caméra qui est petite, légère, qui puisse faire du ralenti, qui consomme pas beaucoup de batterie, parce que souvent on est dans des lieux voilà, assez sauvages, donc c'est des fois assez difficile de charger les batteries. Et puis voilà, donc c'est toujours un peu galère pour ça. Ok, alors bon, je pose ma première question, mais après, évidemment, ce sera intéressant. Le but qu'on a voulu ce soir, c'est que ce soit interactif. Il y a exprès pas beaucoup de gens pour qu'on puisse vraiment se poser toutes les questions qu'on veut. Du coup, t'en retiens quoi, toi, de cette première expérience? Alors, ce qui est drôle, donc ça, c'est un projet qui avait été commissionné avant. Donc, on devait partir, pas si fort. Ok. Désolé. Oui, on devait partir en fait pour un reportage en Zambie et on a reçu, voilà, Sony m'a contacté fin juin et on a reçu en fait la caméra un jour avant de partir. Et c'était un peu risqué, mais pour moi le but en fait c'était vraiment de tester la caméra en conditions réelles et ça c'était important parce que voilà, quand on est sur place, on doit vraiment savoir ce que la caméra est capable de faire et puis on n'avait pas d'option B. Donc on a reçu cette caméra un jour avant pour vous dire comme quoi. Enfin, ça a été rapide de l'apprivoiser, donc ça c'est aussi incroyable. Et voilà, ma crainte c'était tout ce qui était support, est-ce que ça allait être compatible avec, etc. Mais la hauteur de focale c'est la même que la Venice 2, donc ça il n'y a pas eu de problème également. Et puis en fait on a été opérationnel, voilà, en une journée. Donc on l'a reçu à midi le jour et 6h du matin le lendemain on partait. Et en plus, ce qui est intéressant, en fait, c'est qu'on a utilisé la caméra avec des montures e-mount, donc des objectifs e-mount, et également avec des objectifs PL. Donc, ça aussi, c'est la versatilité de la caméra à pouvoir utiliser différents types d'objectifs. Et en fait, en tant que vidéaste, souvent, ce qu'on a envie de créer, on n'a pas envie d'avoir de limite dans la création, en fait. Et ça, en ayant 2 choix de monture, e-mount, PL, on peut utiliser tout type d'objectifs à la mort fixée en veut, des coupes, des Sony, avec focus, autofocus, avec filtre ND. Donc voilà, ça ouvre vraiment la voie à une création, à une créativité, en fait, illimitée presque. Donc ça c'est toujours intéressant, d'avoir tout dans une seule caméra. Et sur la lumière, qui j'imagine est très particulière là-bas, en Afrique, sur les dynamiques ou est-ce que tu as retrouvé, des choses que tu connaissais, ou est-ce que tu as découvert des nouvelles choses? C'est une lumière particulière qu'on ne trouve pas ici en Europe continentale. Oui, c'est une lumière particulière. Et ce qui était intéressant, en fait, en Zambie, on a ces forêts d'ébène et les forêts, souvent, ce que je dis, c'est souvent difficile à rendre, en fait, en post-production. Donc, c'est beau à l'œil nu, qu'on arrive, on dit c'est magnifique, et après, quand on voit le résultat final, on est souvent un petit peu déçu, parce que voilà, il y a des fois de la dynamique qui manque dans le capteur. Et là, en fait, en post-production, c'était incroyable, parce qu'on a pu récupérer tout ce qui était détail, dans les hautes lumières. Donc, ces raies de lumière qu'on a à travers les branches. On peut récupérer aussi tout ce qui est dans les ombres, donc les troncs des arbres, les éléphants par exemple, c'est des animaux qui sont très foncés, donc c'est aussi difficile des fois à bien exposer, et on arrive à retrouver tous ces détails. Donc la dynamique, enfin voilà, c'était vraiment des fichiers, on a tout shooté en XOCM, donc c'était vraiment tout en RAW, et on a vraiment pu retrouver dans ces forêts toute cette dynamique et vraiment ce qu'on arrive à retranscrire en fait, ce qu'on a réussi à vivre en direct. Donc ça c'est vraiment important en fait. Je pense qu'on va commencer à prendre des questions dans l'assemblée. Vous avez vu que par rapport à l'habitude qu'on a quand on monte des images des nouvelles caméras, surtout de la gamme Cinealta,
c'est très cinéma, on a beaucoup de décors, on est beaucoup en intérieur, on a beaucoup de costumes, d'images très posées et tout. On a fait exprès ce soir de prendre des gens qui ont l'habitude d'être en toute petite équipe, dans des endroits où bien sûr les lumières sont magnifiques et on sait que ça va rendre quelque chose d'impressionnant. Mais vraiment l'idée est d'être en dehors du studio, en dehors de quelque chose qui est très scripté et très contrôlé, pour justement être dans une situation avec cette agilité, cette mobilité qu'on a voulu au moment du design et de l'élaboration de la caméra. Donc, si t'es OK, on va prendre des questions de l'assemblée. En même temps, voilà, derrière, vous voyez quelques images de tournage et des configurations. Alors, c'est parti. Monsieur, je passe le micro, comme ça tout le monde entend votre question. Bonjour à tous et à toutes. Moi, je voulais savoir avec quel genre d'optique tu es parti faire ton film. Alors, on avait plusieurs types d'optiques. On avait des objectifs Sony, donc on avait le 200-600 qu'on a utilisé. On avait le 24-70, enfin 70, désolé, GM2 pour tout ce qui est main levée avec la Ronin, la RS3 Pro. Donc ça, c'était aussi une idée, c'est de pouvoir tester la caméra en ayant un kit léger. Donc c'est pour ça qu'on a testé la Burano sur une Ronin RS3 Pro. Donc ce qui a fonctionné, parce que vous avez cette séquence par exemple où on filme les zèbres qui passent derrière en arbre. Là, tout ça, ça a été fait avec la Ronin RS3 Pro et en autofocus. Donc ça, c'était aussi pour moi de pouvoir tester l'autofocus en animalier, pouvoir voir comment il réagit s'il y a quelque chose qui passe devant. Parce que souvent, voilà, je suis spécialiste félin et souvent, les félins, ils vont essayer de se cacher dans les herbes, etc. Donc c'était vraiment de tester justement cette traçabilité de l'autofocus. Ensuite, on avait en 50 000, donc voilà, je sais pas, ça c'est un objectif que tous les vidéastes animaliers utilisent. Donc ça, c'est une monture PL. Et en fait, le grand avantage de les Burano, c'est le filtre ND. Et ça, pour moi, c'était vraiment on va dire le go-to, parce que quand vous filmez en fait avec de telles focales, souvent à la fin de la focale, on réduit la luminosité. Et quand on utilise une mat box externe, c'est un peu embêtant parce que soit on doit changer l'ouverture ou soit on doit aller trafiquer devant pour changer le fil de la mat box. Et là, en fait, directement dans la caméra, on arrive à ajuster l'exposition sans avoir à trafiquer. Et ça, pour moi, c'était un grand plaisir parce que je déteste ces caméras qui, on va dire, qui font sapin de Noël, où il y a des câbles partout, etc. Enfin, pour moi, c'est un vecteur de risque, surtout quand on est dans un endroit, dans des contrées où il n'y a rien, en fait, il n'y a pas de support, donc j'essaie d'éviter ça. Donc voilà, donc des objectifs PL, et on a aussi utilisé des autres objectifs PL qu'on a vus avant, pour un rendu un peu plus cinématographique. L'Exo, exactement, avec en filtre ambre, enfin en flair ambré un petit peu, c'était un peu le but. Et là, c'est pareil, c'est qu'on a combiné le filtre ND, on a combiné la stabilisation avec un objectif PL, donc on peut programmer à l'intérieur de la caméra, suivant le nombre de millimètres de la focale, 650 mm, on peut programmer 50 mm. Et voilà, et on a fait du 8.6K en full frame, on a fait du 6K full frame en 60 images secondes, on a fait du S35 6K également pour le 50 000, et c'est vraiment une caméra qui est versatile en fait, avec n'importe quel objectif qu'on met devant, que ce soit du S35, du PL, du IMANT en autofocus, avec ou sans filtre ND, on a tout dans la caméra sans avoir à rajouter à chaque fois quelque chose. Et ce qui est intéressant, c'est on a eu des matinées, on a filmé toute la matinée en PL, et tout d'un coup on se dit on va faire un peu de Ronin à travers une forêt, et enlever la monture PL de la caméra, ça prend 5 minutes, peut-être 5 minutes maximum, et on peut tout de suite utiliser un autre type d'objectif. C'est plug and play en fait. Et ça c'est bien, et voilà, ce qui est drôle, c'est que voilà, je suis depuis Sony, mais surtout Alpha depuis 10 ans maintenant, et pour moi il y avait un gap, il y avait une FX6, une FX9, et la Venice. Venice pour moi, pour un small crew, c'est trop gros. Une FX6 en 4K, vu qu'on utilise pas mal d'objectifs S35, on peut pas faire, enfin, quand on produit pour la BBC, etc., on n'a pas le droit de produire en 2K, donc c'est plus 4K, donc il manquait un gap, et c'est pour ça que la Burano arrive en plein milieu, en fait, c'était intéressant. Et souvent, avec la marque que j'utilisais avant, vu que le filtre ND n'est pas intégré, on avait souvent des problèmes de poussière. Et l'année passée, on a été filmer les bœufs musqués, donc dans la tempête, dans la neige, etc. Et on va dire 50% du footage qu'on a filmé, il y a des poussières de neige qui passaient à travers, entre la monture et le filtre ND. Et ça, c'était une galère. Et là, avec la Burano, pourtant la Zambie, c'est très poussiéreux, il fait chaud, etc.
On n'a eu aucun souci sur la poussière. Ça aussi, c'est un avantage. C'est un avantage. Ce qui est intéressant juste de nos points de vue industriels, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que l'expérience du travail sur l'optique, sur les densités neutres, sur l'autofocus, sur la stabilisation, qui clairement vient pas de la partie, on va dire, prise de vue, gamme ciné-alta, travail fait avec les opérateurs sur la fiction. C'est une expérience qui vient de l'ingénierie, du terrain, de la street photographie, on va dire. Et ils ont vraiment fait un gros effort pour amener tout ça à l'intérieur de l'esprit de tourner sur de la haute qualité, sur des images qui sont destinées à être sur du grand écran, projetées dans une salle de cinéma, etc. Donc c'était vraiment ça, l'esprit. Et du coup, elle est un peu à l'articulation. C'est comme ça qu'on retrouve une caméra de cinéma, mais qui en même temps a toute cette gamme d'objectifs dont tu parlais, qui vraiment ont été faits également pour le terrain. Il y a aussi le dualizer. Et ça aussi, en animalier, c'est tout ce qui est félin, bah, ça active tôt le matin ou le soir, donc dans des faibles luminosités. Et puis le but, c'est vraiment aussi de pouvoir pousser cette caméra, en fait, à voir ce qu'elle peut produire en basse luminosité. C'est pour ça qu'on a fait ces plans juste avec la lumière de la pleine lune pour voir le rendu, en fait. Et on a toujours quelque chose de très propre, en fait. Et même s'il y a du grain, c'est très cinématique, c'est pas du tout numérique. Et ça, c'est aussi intéressant après pour la post-production. Ok, prenons d'autres questions. Ça vous a inspiré. Ça, c'est l'optique. Oui. Hop, je vais passer. Bonsoir. En fait, moi, je voulais juste développer un peu le point de la stabilisation, parce que j'ai l'impression que dans le deuxième film qu'on nous a proposé, le vote, il y a quand même un artefact, justement, qu'on voyait assez numérique de stabilisation. Et du coup, quand vous parlez de RS3 Pro, peut-être j'aurais aimé connaître vos settings, quelle version de stabilisation vous avez utilisée dans la caméra. Et aussi, qu'est-ce que Sony préconise justement, par exemple, s'il y a une utilisation de stabilisateur externe, est-ce qu'il faut le mettre en off ou pas? Voilà. Alors nous, tout ce qui a été filmé avec la Ronin, la stabilisation était désactivée. On a préféré la désactiver pour éviter qu'il y ait une double compensation, ce qui peut arriver des fois. Hein. Donc la Ronin compense plus la caméra compense, donc voilà, c'est pour ça qu'on l'a désactivée. Après, il y a des images en PL où il y a de la main levée sans stabilisation. Ça, c'était aussi voulu, parce que voilà, ça donne un peu plus reportage. Et il y a des PL stabilisation, comme sur le canot, etc., où ça, on a réglé la longueur de focale, sur la caméra directement pour stabiliser. Après, tout ce qui est longue focale, on n'a pas utilisé la stabilisation, notamment avec le 50 000, parce que voilà, s'il faut changer à chaque fois, la stabilisation, chaque fois que je joue, ou dézoom, c'est juste ingérable. Enfin, c'est pas possible. Et voilà, donc c'est vraiment, il y en a pas. C'est vraiment ce que vous voulez reproduire après, si vous voulez faire ça en post-production ou pas. Après, je sais pas ce que Sony préconise justement sous tout ce qui est utilisation avec une Ronin. Oui, il y a deux principes de stabilisation, comme j'ai dit tout à l'heure. Il y a la stabilisation mécanique, qui elle ne fait pas d'artefact particulier, puisque c'est on dérive la lumière dans une lame de verre, donc c'est pas devant le capteur, donc c'est purement mécanique, mais c'est limité en course. Ça ne peut compenser que des vibrations liées au zoom, pas forcément pour du mouvement. Et il y a la stabilisation dans l'image, et là ça peut, si on exagère trop, évidemment provoquer des petits artefacts, parce que l'image elle est recalculée, elle est remise à sa place électroniquement, quoi. C'est une lecture-écriture dans des mémoires. Et donc là, ça dépend aussi du mode image. Si on est à 25 images, ça va moins bien marcher que si on est à 50, par exemple. Parce qu'on aura plus d'images par seconde, donc il y aura moins de différence à compenser le mouvement d'une image à l'autre, donc il y aura moins d'artefacts. Et puis évidemment, il ne faut pas combiner les systèmes de stabilisation les uns avec les autres. Ça peut être contre-productif et pas bien marcher. Mais il y a ces deux systèmes-là qu'on peut envoyer ou débrayer au choix. Juste un petit ajout par rapport à la stab mécanique. Elle fonctionne avec des accéléromètres qui enregistrent le mouvement. Si la stabilisation a été appliquée
au niveau du sensor, alors les métadonnées sont perdues, enfin sont effacées exprès, parce que la stabilisation est faite. Si vous avez désactivé la stabilisation, elles sont écrites sur la carte mémoire, et on peut les réutiliser en post-production pour restabiliser après. C'est les mêmes méta de stab. Donc potentiellement, du coup, moyennant un petit crop en post-prod, vous aurez un 7,5K ou du 10K, et on peut réappliquer et doser aussi. On peut aussi doser et mettre la moitié de la stab, ou au contraire utiliser un dossier. Vous allez peut-être savoir aussi. Ok, donc se rappeler bien que c'est une stabilisation mécanique, il n'y a pas de travail de tripotage d'image à l'intérieur, c'est vraiment mécaniquement que ça se fait. Et pour en effet tout ce qui est vibration, voiture, avion, etc. Ok, une autre question. Voilà. Ah, monsieur. Je crois que on a vu une photo de parce que, attends. S3, c'était quand même très bas, c'est la limite du pour acceptable d'équilibrage et tout. Ouais, je crois que il me restait 400 grammes, quelque chose comme ça, 300 grammes. Tu peux redire la question si tout le monde n'a pas bien entendu, peut-être. Sur la RS3 Pro, si j'étais à la limite, en fait, du poids et également que ça touche en bas ou en haut. Non, on a juste rajouté en contrepoint, en fait, à l'arrière de la Burano, juste pour compenser un petit peu. Mais on n'a pas eu de souci du tout d'équilibrage, ou même on pouvait monter la Burano, ça touchait pas également sur les manettes. Donc, mais ça c'était intéressant, voilà, parce que on a l'image essaie souvent d'être assez léger suivant ce qu'on fait. Après, on a pas avoir des systèmes beaucoup plus gros, hein, mais au moins pouvoir tester toutes les possibilités qu'on peut avoir en fait par la suite si jamais on est seul à opérer des fois. S'il y a des questions, même des remarques sur l'image elle-même, est-ce que ça vous a fait, est-ce que vous avez retrouvé des questions là-bas, retrouver des contrastes ou des choses qui vous ont interpellé. Alors, allons-y. Bonjour. J'avais cru savoir qu'il y aurait éventuellement un global shutter sur ce code caméra, c'est pas prévu. Dans la seule caméra global shutter qu'on avait, puisqu'on l'a arrêté dans la gamme en 4K, c'était la F55, qui avait un vrai global shutter. Ensuite, on a du global shutter dans toutes les caméras de studio télévision pour le sport. Dans la Venice, à cause de la résolution et de la taille du capteur, et surtout de la résolution, on ne peut pas inclure le global shutter pour deux raisons. Ça fait trop de transistors à rajouter en plus et ça fait trop de pertes en fabrication, donc c'est un choix. Il y a trop de risques en fabrication de faire le global shutter. C'est pas vraiment faisable pour le moment. Je dis toujours pour le moment parce que il suffit de faire mentir dans 4 ans et puis voilà, on saura peut-être le faire. Mais pour le moment, c'est pas le cas. On a privilégié la finesse de l'image pour pouvoir avoir quelque chose de plus en plus organique. Et donc, du coup, le corollaire, c'est qu'on peut pas faire de global shutter. On a fait une autre technique qui consiste à prendre l'image par zone et à les numériser en parallèle avec des convertisseurs analogiques numériques, en multipliant le nombre de convertisseurs analogiques numériques. C'est ce qu'on a fait dans Venice 1 et Venice 2, de façon à pouvoir faire une analyse très très rapide, ce qu'on appelle le speed shutter, c'est comme ça qu'on l'appelle quand on est Venice, le speed shutter, pour pouvoir gérer justement le motion blur, les défauts liés au mouvement, et que ça ne se voit pas. Alors, si vous êtes en post-production, vous avez vraiment énormément de mouvement dans l'image, et vous faites image par image, vous allez le voir. Mais dans le mouvement, ça passe très bien. L'algorithme d'analyse de l'image a été étudié de telle sorte que le psychovisuel de notre cerveau, la façon psychovisuelle d'analyser l'image dynamique, fait que ça passe très très bien. On a étudié cet algorithme pour que ça passe, que le cerveau l'accepte très très bien. Dans la Burano, on a dû faire une petite économie, c'est pour ça qu'on n'a pas des vitesses aussi rapides dans les grands formats sur la Burano que sur la Venice 2. On a dû faire une petite économie pour deux raisons. Un, pour réduire le prix du capteur, parce que ça coûte très très cher de multiplier les convertisseurs analogiques numériques, tous calibrés pareil, etc. C'est un travail en fabrication qui est coûteux, et en alignement, qui est coûteux aussi en alignement. Tous les convertisseurs donnent exactement les mêmes valeurs, pour les mêmes valeurs de lumière, donc ça nécessite un réglage très très fin. Et donc on a dû faire une économie un peu là-dessus. Donc on en a mis moins, ce qui permet de baisser un petit peu aussi le prix de fabrication du capteur. Et on a privilégié ça pour pouvoir ajouter par exemple une couche supplémentaire sur ce capteur qui n'existe pas sur la Venice, qui est la détection de phase pour pouvoir faire l'autofocus. Donc on a rajouté en fait ce qu'on a enlevé du moins dans la Venice 2, on a enlevé par rapport à la Burano par rapport à la Venice 2, c'est le speed shutter aussi rapide, il n'est pas aussi rapide, mais pas aussi rapide.
Et on a rajouté dans la Burano la détection de pattes. Donc les capteurs sont bien différents, même si la base est commune. Je ne sais pas si ça répond bien à la question, mais en tout cas sur le Global Shutter, on ne sait pas aujourd'hui faire à des coûts industriels convenables du Global Shutter. Pour faire un Global Shutter, ce qu'il faut, c'est figer la totalité des valeurs analogiques de chaque photosite pendant le temps d'analyse, pendant le temps où on convertit ça en numérique. Et donc, pour figer ça, il faut rajouter 2 transistors, un échantillonneur et un bloqueur. On prend la valeur analogique de la lumière, qui est représentée par une tension électrique. Un temps de lumière pendant un certain temps, ça donne une certaine valeur électrique. On la fige, on l'immobilise dans le temps, toute l'image en même temps. Et ensuite, elle est convertie en numérique, photosite par photosite, mais à l'abri de la lumière. Donc, même s'il y a un mouvement entre-temps dans l'image, il n'est pas répercuté pendant la phase d'analyse. C'est ça le Global Shutter. Et ça nécessite de rajouter 2 couches de transistors en plus, et ça c'est coûteux en fabrication industrielle. On en perd énormément à chaque passe dans le four, on perd des composants qui sont plus valables à la sortie, et donc du coup, ça diminue la productivité, donc ça augmente le coût. Après, si la question c'était sur la reproduction du mouvement et les artefacts typiques qu'on peut avoir dans des caméras sur des grands mouvements, des choses comme ça. J'ai un peu répondu à ça. Voilà, il y a une alternative qui n'est pas aussi puissante que celle qu'on a besoin sur du télézoom à 800 mm sur du match de foot, quoi, mais qui fonctionne dans le cadre des mouvements et des cadres type cinéma. Ok, voilà. Alors je commence ici, puis je reviendrai là-bas. Juste à côté. Oui, juste pour savoir, dans les conditions de tournage un peu extrêmes, en termes de température, haute, basse, pluie, quelles étaient un petit peu les possibilités de la caméra et les conseils d'utilisation éventuellement? Oui, il faisait à peu près 35-40 degrés. Après le matin, c'est pas des températures extrêmes en froid, mais en chaud. Après, ce qui était intéressant, c'est ce que je disais avant, c'est cette poussière en fait qui est constante dans l'environnement. On n'a pas eu aucun souci en fait, même en changeant de monture PL, en changeant assez souvent de lentilles. Après, chez Paolo, il a testé sous la pluie. On a vu des images avant, hein, des images de tournage où il a aucun souci. Mais voilà, enfin, ce qui est intéressant, je pense que c'est une caméra, et j'en suis sûr, en fait, qui peut vous suivre, en fait, et ça, c'est important en tant que vidéaste et cinéaste, ça va être votre meilleur ami. Et moi, par exemple, si je vais dans des conditions de tournage froides, dans le nord, j'ai pas envie de commencer à devoir penser à couvrir ma caméra, pour en prendre soin, etc. Moi, je veux juste pouvoir filmer, en fait. Et ce type de caméra, je pense que j'aurais aucun souci à utiliser sous moins 30, etc. sans problème. Et ça, pour moi, c'est important. Voilà, c'est un outil qui doit fonctionner n'importe quand et sans avoir à s'occuper de la couvrir, etc. Alors, moi, j'en ai emmené d'autres. J'ai amené Venise, une F55 au pôle Nord. Ça s'est bien passé, mais celui qui a posé la question a dit oh, j'ai vu le film. Mais non, sur la doc, ils disent de 0 à 25 degrés, d'accord? Pas en dessous, pas au-dessus. À 40. Nous, on fait bien ce qu'on veut, évidemment, avec, mais du coup, c'est hors spec officiel de Sony, quoi. Mais ce qui est intéressant, c'est le ventilateur, en fait. Même à 40 degrés, on n'entend pas la caméra. Et ça, voilà, j'avais l'habitude de travailler avec une autre marque où ça fait du bruit. Une autre chose intéressante aussi, j'en ai pas parlé avant, mais c'est le temps de mise en route de la caméra. Et là, vous allumez la caméra, c'est 3 secondes. Donc, indirectement, on consomme moins de batterie. C'est-à-dire qu'en une matinée, on utilise à peu près une seule batterie. Avec une autre marque de caméra, j'étais au Brésil avec, on faisait 3 batteries en une matinée. Et sachant qu'il faut à chaque fois 45 secondes pour booter la caméra, s'il n'y a pas une erreur, ça aussi, hein, voilà, on va pas citer, mais ça arrive assez souvent. Donc là, c'est aussi des avantages. Hein. J'allume ma caméra, je peux fonctionner. Et tout ce qui est animalier, voilà, on ne travaille pas avec des modèles. Donc s'il y a quelque chose qui arrive, faut être très efficace. Donc avoir la possibilité d'allumer la caméra et filmer tout de suite, ça c'est aussi un avantage. Alors il y a des questions ici. Voilà. Où êtes-vous? Oui, bonjour. C'est une question ouverte à vous trois, je pense. Par rapport aux zébras, les valeurs de zébras que vous avez utilisées, en général, est-ce que c'est pareil que pour les autres caméras? C'est-à-dire, est-ce que c'est étalonné pareil que sur les autres caméras de Sony? Oui, pour moi, j'ai pas eu, pour moi, il n'y a pas eu un souci d'exposition de zébras, etc. Pas pour aux autres caméras. Oui.
La demande, c'est quoi? De pouvoir les choisir? Moi, je veux bien un check, je sais pas comment on dit, un brief un petit peu sur les aperture level, par exemple, sur quel pourcentage vous mettez, parce que moi, des fois, je les change un peu et je vois pas beaucoup de différence, et donc je m'y perds un petit peu. Donc, je vais voir d'une caméra à l'autre C'est vraiment, si on change. pourquoi c'est ouvert et c'est réglable? C'est que ça dépend vraiment du type de tournage et des habitudes que vous avez et du confort que vous voulez avoir dans le ton, enfin, au moment du tournage, quand vous faites votre ouverture, vous avez besoin de repères et c'est vraiment vous, quoi. Soit vous préférez que ce soit très serré et vous fermez l'aperture, donc vous avez juste le zébra à l'endroit du gris, soit vous l'ouvrez et ça remplit un peu plus. Mais franchement, si c'est ouvert, c'est parce que ça dépend de chacun. Il n'y a pas celui qui préconise à 2% pour les goûts, et là, il pourrait être autour de ce qu'il pourrait avoir. À ma connaissance, on n'a pas. Peut-être Forest, tu peux répondre à ça. Tu es plus sur le terrain, mais j'ai pas de connaissance. Non, alors en fiction, c'est vraiment en vrai des zébras. Je sais pas si l'autre c'est en docu. Par contre, les zébras, c'est un outil qui a été conçu pour les journalistes. Et donc là, typiquement, en reportage, on enseigne au JRI dans les écoles justement qui doivent poser les tranchères caucasiennes autour de 70%. 70% pour nos amis critiques. Le fait est que ça, c'est une recommandation. La plupart des navigations que je connais en télé, ils préfèrent shader les pots à 80%. Et donc ça, c'est un choix artistique. C'est pas la place de Sony que de dire faites la photo comme ça. C'est les artistes qui décident ce qu'ils veulent. Et nous, en cinéma, on aime bien les pots plutôt autour de 55%. Vous avez vu, les écrans sont brillants, les dans le noir, donc on ne les met pas à 70, sinon on prend plein recul. Si je peux ajouter quelque chose lié à l'histoire des caméras, pourquoi est-ce qu'on avait fait ces outils? Parce que au départ, les caméras, elles encaissaient tellement peu qu'il fallait absolument être précisément au niveau des visages en dessous du point de nid, qui n'existe pas en cinéma, mais qui existait dans les caméras de cette génération-là. Donc, il fallait absolument être à 70-75%, parce que sinon, après, on compressait et sur les visages, ça faisait des aplats. Donc, et ça, c'était historique. Depuis, on a fait tellement de progrès sur les capteurs. On a développé des courbes comme les hypergamma qui permettent de lisser tout ça et puis avoir ces fameuses cassures qui étaient vraiment compliquées à gérer sur les reflets de visage, etc. Maintenant, tout ça, c'est un peu derrière nous. On a des caméras aujourd'hui qui ont des 16 tops dynamiques. On n'est plus du tout piégé par ça. Ouais, je vais en profiter pour dire, voilà, la séquence nostalgie. Quand on a commencé ensemble, voilà, hein, pour ceux qui se rappellent de la F900, pour ceux qui sont venus quand c'était des stages de formation chez Sony, il y avait moins de 8 diaph de dynamique, d'accord, hein, sur un truc qui enregistrait, qui pesait un âne, et qui enregistrait sur du 8 bits 1440. Bref, tout le monde était content. Et là, c'était hyper compliqué de pouvoir garder une image correcte à l'intérieur de cette épure. Donc là, oui, tous les outils étaient hyper importants, et même sur je me rappelle, les stages autour de la fiction et du cinéma, on parlait des erreurs, on essayait de les caler au mieux, parce que finalement, le headroom qu'on avait, il était minus, il fallait être hyper précis. Là, je vais pas dire que la tolérance à l'erreur est plus forte, mais quand même, vous en avez sous le pied. Non, mais moi, je vais balancer, parce que la 900, c'était 200% de dynamique, 200% sacramé, donc c'est pour ça que le Zebra 70, tu vois, c'était pour surveiller un peu, c'est pas trop. La 900R, c'est 460. Ça, la 1620, c'est 4000%. Donc, du coup, le Zebra 70 ou 90, voilà. Alors, on peut ça, quoi. Une autre question? Bonsoir. Bonsoir. Vous avez dit que, la caméra, elle peut être en monture PL ou monture E. Et vous avez dit qu'il faut environ 5 minutes pour passer le changement des deux montures. Et ma question est de savoir, est-ce qu'il y a d'autres changements, d'autres paramètres dans la caméra qu'il faut changer quand on change de monture ou pas? Non, pas du tout. Donc c'est ça l'avantage, hein. Après, faut juste une clé, exactement. Et les vis sont tenues à la monture, donc vous risquez même pas de perdre les vis, en fait. Non, il n'y a rien d'autre. Il y a rien. Vraiment, la vis ou les vis sont perverses. Donc ça, c'est pratique. Puis après, voilà. Après, c'est à vous de choisir si vous voulez garder l'autofocus avec les objectifs Sony. Ce qui est là, vous avez toujours le filtre ND, donc voilà. Donc en fait, c'est vraiment cette monture qui s'enlève et puis on garde le principal. Ok, on va encore prendre deux, trois. Oui, on pourrait peut-être remettre à la fin ouais, remettre, ça dure 4 minutes, donc on pourra terminer avec ça. Petite question là. Bonsoir. Alors, en termes de consommation électrique, à quoi on peut s'attendre? Ouais, c'est 40 à peu près.
Faut savoir qu'on avait des vimontes micro en top bois 98, enfin 98. Ouais, et on tenait une matinée facilement avec une batterie. C'est en dessous encore de la Vénice. Oui. Ah oui. Et, elle accepte le 24 volts ou c'est pas limité en 12 volts? Ouais. Alors ça. L'esprit, c'est pas une caméra, du coup, d'accessoirisation. C'est pour ça qu'il y a eu cette économie pour la compacité par rapport aux différents inputs, outputs, etc. Voilà, ça a été un choix drastique fait au moment du design de la caméra. Il y a plusieurs compromis qui ont été faits, par exemple sur le viseur, qui est un viseur versatile qu'on peut mettre dans 2 positions assez facilement. Ça se visse et ça se dévisse, mais le viseur a été conçu pour être très très versatile. Parce que sinon, voilà. Donc on peut l'ouvrir, on peut le sortir. Tac. Oui, mais ça fait pour montrer le compromis, parce que le corps de caméra, c'est juste ça, quoi. Donc il n'y a pas de place pour mettre des afficheurs, il n'y a pas de place pour mettre des sorties d'essai, tout ce genre de commodité qu'on peut avoir sur une Vénice 2, par exemple. On ne va pas forcément la retrouver sur la Burano. Mais par contre, on a tous les outils dont on a parlé en plus. Voilà, donc ce compromis-là, c'était pour faire plaisir à Chris, en fait. Enfin, des gens comme lui qui vont avoir une caméra qui peuvent opérer directement sans avoir justement à mettre des tas de fiches et des tas de filasses partout. Petite question plutôt broadcast. En termes de RCP, de connectivité et de commande à distance de la caméra, où est-ce qu'on se place Ça va venir. En fait, on l'attendait, celle-là. Je crois qu'elle arrivera plus vite. Le multicaméra. Ouais, en fait, la version 1 qui va être disponible dès avril 2024, à raison des machines de caméra, cette version 1 ne sera pas encore pilotable à distance. On va attendre une version 1.1 qui est déjà prévue, déjà dans la roadmap, qui arrivera en général tous les 6 mois. Notre roadmap, c'est on lance la caméra, 6 mois après, salon, on fait l'annonce, nouvelle fonctionnalité, etc. Donc dans cette nouvelle version, il y aura l'ouverture au plein format en 3,5 et il y aura le support du protocole S700, donc le protocole des télécommandes. Et puis il y a nos partenaires qui vont pas manquer voilà, Scarroll, CianView vont pas manquer d'interfacer la caméra. Avec les CNA2 chez Sony, on pourra avoir l'univers des RCP, en effet, c'était prévu. Ah, c'est du RJ45. C'est du RJ45, c'est en réseau. Maintenant, tout le pilotage, même pour le broadcast, même pour les caméras, multicaméras du sport, tout est passé en réseau. Non. On n'est plus en RS422 avec la petite prise 8 broches. Ouais, non. Ah oui. Là, là, on est oui, mais là, tu parles plutôt de l'accès à la page web. Oui, ça, c'est déjà possible avec la Burano dès maintenant. On peut connecter un PC ou une tablette, accéder à la page web, et il y a quand même beaucoup de paramètres accessibles au travers de la page web. Vous avez la possibilité de refaire les blancs, de lancer l'enregistrement, de sélectionner les filtres, de gérer le filtre neutre, de gérer les vitesses. Donc, il y a quand même beaucoup de paramètres. J'en ai pas fait pour mettre. On l'avait prévu, on n'était pas sûr de le mettre ce soir, mais puisque la question est arrivée. Une idée de ce qu'il n'y a pas au lancement, c'est-à-dire la caméra arrive à peu près en avril. Qu'est-ce qui arrivera plus tard? Et donc, dans les différentes versions, il y a le fameux protocole 700 pour la piloter à distance et faire du multicaméra. Voilà, donc des tas de petites choses qui ne seront pas disponibles tout de suite, parce qu'il faut bien à un moment donné qu'on dise qu'on démarre, il faut bien qu'on fige un peu les choses. Et par contre, dans l'avenir, il est déjà listé de faire différentes choses comme l'ouverture du plein format. Et aussi, oui, quelque chose qui nous avait été demandé dans un salon à l'UBC, c'est de pouvoir avoir l'image du viseur avec donc le noir, avec toutes les indications viseur dans la bande noire autour de l'image et pas dans l'image. Donc ça, c'est quelque chose qui n'est pas disponible tout de suite dans la première version de Soft, mais qui arrivera avec la version 2 probablement
peu plus tard. Venice 2, c'est déjà fait. Le blanking. Venice 2, c'est déjà fait. Ça n'était pas le cas au lancement, mais ça a été repris par une version de soft. Pour FX6 et FX9, je ne m'avancerai pas. Alors, on va prendre 2 dernières questions. Hop, allez, ici. Je vous laisse passer le micro. Bonsoir. Est-ce que en slow-mo, on aura peut-être une mise à jour avec plus d'images? Il se pourrait peut-être monter à 150, 180, ce serait possible ou pas? Je vais vous faire une réponse de Normand. Aujourd'hui, on ne sait pas, parce que les Japonais ne nous ont pas dit tout sur le capteur. Mais je vais être prudent parce que on avait dit, par exemple, quand on a sorti la Venice 1, la première version de la Venice, on avait dit, ah non, avec ce capteur-là, c'est pas possible. 6K, on n'y arrivera pas. Et même pas 2 ans plus tard, on a fait revenir toutes les caméras vendues à l'usine, et on les a toutes modifiées pour pouvoir faire de la haute vitesse sans changer le capteur. Donc au départ, le plan, c'était de dire, on fera peut-être un capteur plus rapide plus tard, et en fait, le Japon a décidé, c'est l'usine, de reprendre toutes les caméras, et ils ont mis au point une électronique, ils ont changé un peu l'électronique de la caméra pour pouvoir le faire. En plus, ils ont rajouté un peu des circuits pour faire plus de versions de soft, etc. Donc, faut jamais dire Fontaine, je ne boirai pas de ton eau, mais dans l'état actuel de ce qu'on sait de la caméra aujourd'hui, on fera du 120 images par seconde en 4K. C'est ça qui est prévu. Est-ce qu'on saura faire mieux en 6K, du 90 ou du 92 images secondes en 6K comme on le fait avec la Venice 1, par exemple? Je peux pas répondre. Ce que je sais, c'est que le mode d'analyse du capteur étant un peu différent, l'électronique étant un peu allégée pour des questions de consommation aussi, de prix, il n'est pas sûr qu'on soit capable de le faire. Mais je vais rester très très prudente. Je vais attendre que les Japonais nous en disent un peu plus. Ce qu'on peut dire, pour être clair, puis pour pas vous induire en erreur, c'est que la manière dont elle a été pensée, c'est vraiment autour de, on a insisté super fort au début, l'agilité, l'autonomie, pour pouvoir se débrouiller en petites équipes, etc. La haute vitesse, il l'étudie beaucoup, il étudie aussi le très grand capteur, plein de choses sur la table, mais c'est plus sur des applications qui sont pas celles de Goran. Elle est vraiment pensée pour tout ce qui va pouvoir être lié à l'autonomie et pouvoir se faire une journée entière de tournage avec juste de batterie, ils vont le garder. Et passer en haute vitesse, malheureusement, ça passera dedans. Mais donc, c'est l'esprit de la caméra. Bien sûr, comme Jean-Yves a dit, ils sont capables technologiquement, bien sûr que le truc peut... Ils nous ont déjà surpris, mais on ne peut pas s'avancer plus. Ah oui, mais pas avec le même capteur, on fait pas du tout le même. Oui, mais au prix de certains compromis sur la qualité de l'image, par exemple, voilà, dans la boîte magique, on ne pas ce qu'on fait. On presse un peu plus fort, on va un peu plus vite, on fait un compromis sur la qualité de l'image, puisque ce qui vous intéresse, c'est la haute vitesse, et pas forcément la qualité native de l'image. Avec la Burano, l'ambition, c'est quand même de jouer dans la même cour que la Venice 2 au niveau de la qualité d'image. Donc on n'a pas de compromis sur la qualité intrinsèque de ce que délivre la caméra. Et donc ça oblige, ça contraint les débits, ça contraint l'électronique, et du coup on n'est plus aussi souple sur certains autres. Mais bon, qu'est-ce qui empêcherait, par exemple, de dire si vous acceptez le compromis sur la qualité, on peut aller un peu plus vite. Je sais pas, pour l'instant c'est pas le cas. On n'a pas pris cet axe-là de développement de la caméra. C'est pas annoncé en tout cas dans les regards. C'est pas un choix de Sony de brider justement la Burano pour éviter de... Sa conception est déjà bridée. En fait, par conception, ce qui n'est pas disponible, ça a été fait pour justement qu'elle soit plus légère, plus compacte, et qu'elle consomme beaucoup moins. C'est quand même quelqu'un qui l'a utilisé dans des conditions dures qui dit, hein. 2 batteries, ça suffit. Pas brider les ventes de la Venice, brider la Burano, parce que sinon, les Venice, ça n'a rien à voir. Elle est vraiment pas pensée. Tu as vu la remarque tout à l'heure pour, par exemple, l'accessoiriser. Ça va pas le faire. Donc, ça serait d'ailleurs pas sur les mêmes. Qu'est-ce que t'en as pensé sur le terrain? C'était rapide, intuitif. Est-ce que le menu, le choix, Alors, ouais, on a utilisé avec la poignée, sans poignée, sur des tas de vidéos, leur toute vidéo. Non, mais c'est rapide, c'est ce que je disais avant. Hein. Moi, j'avais l'habitude de travailler avec une autre marque, et j'ai travaillé au Brésil avec l'autre marque, et après, c'est presque
c'est pas de la frustration, en fait. Quand on allume sa caméra et on attend 45 secondes avant de pouvoir commencer à travailler, alors qu'on allume une Burano en 2 secondes, on peut travailler. Ça, pour moi, c'est juste, enfin, ça n'a pas de prix, parce qu'en même temps, on économise des batteries, parce que je suis pas obligé de laisser tourner ma caméra pour rien. Parce que si j'attends un Jaguar qui descend dans l'arbre, avec l'autre, je sais que si j'éteins ma caméra, c'est fini. Là, je sais que je peux éteindre ma caméra et j'ai la chance de pouvoir l'attraper. Donc ça, c'est un avantage. Et après, le menu, nous, voilà, dans l'animalier, on change beaucoup les séquences, les rapidités d'image, en fait, le framerate. On a joué entre 60 images secondes, 50 images secondes, 25, 120 également. Et franchement, c'est facile à changer. Donc après, on a fait, voilà, nous, au lancement de la caméra, on a eu la chance de pouvoir donner des feedbacks à Sony. On a demandé, par exemple, si un jour peut-être, après voilà, ça sera pas maintenant, j'en sais rien, de pouvoir assigner des raccourcis, pouvoir changer de, je sais pas, 60 images secondes à 120 images secondes avec un bouton. Donc ça, c'est tout ce qui est logiciel. Donc ils prennent note après, on sait rien, mais pour moi, c'était vraiment un plaisir d'utiliser la caméra parce que c'est rapide, c'est facile à changer. On appuie, ça démarre. Donc ça, voilà, pour moi, c'est. Et puis en plus, il y a une fonction que j'ai pas parlé, qu'en animalier c'est très important. Donc voilà, il y a aussi du slow motion. Donc même en animalier, on utilise beaucoup de slow motion. Pour moi, j'ai pas vu les limites du slow motion. Voilà, les gens ils disent tu fais de l'animalia, il faut du stop motion. Oui, mais je vais pas filmer en éléphant à 60 images secondes. Non, il n'y a pas de sens. Enfin, le seul moment où j'ai vraiment utilisé les 120 images secondes, c'est pour une chasse de guépard ou quelque chose qui chasse. Mais pour moi, le plus important, c'est d'avoir sur la caméra le cache, l'enregistrement en cache. Et ça, c'est une fonction qui est également dans la Burano. Ça veut dire que la caméra, elle continue tout le temps d'enregistrer. On peut setuper à 3, je crois qu'il y a petit cache, moyen et large. Et la caméra elle continue d'enregistrer, elle chauffe pas, donc ça aussi. Et dès que j'appuie sur le record, en fait, il récupère les images 10 secondes avant, 15 secondes avant. Et ça, pour moi, c'est plus important que. C'est sûr qu'il y a, voilà, on n'aime pas tous du 240 images secondes, etc. Mais pour ça, il y a la Venice. Après, voilà, il faut le dire, mais sauf que pour moi, une Venice, c'est 2 fois plus gros. Et puis en documentaire, c'est pas une caméra qu'on peut utiliser. Rien, tout ce qui est consommation, également tout ce qui est sauvegarde. Donc là, on était 2 pour sauvegarder chaque soir. Donc on n'a pas besoin de quelqu'un dédicacé à faire ça pour une journée. Donc voilà, c'est vraiment une utilisation différente, plus reportage, documentaire, mais documentaire et reportage cinématique. Et ça, je pense, c'est ce qui change, c'est vraiment avoir ce rendu cinématique, pouvoir combiner différentes optiques, puis il monte, voilà, laisser libre choix à sa créativité. Et ça, pour moi, c'est pourquoi la Burano a été créée. Oui, on a utilisé le Teal and Orange, qui est très beau d'ailleurs, qu'on avait tout le temps, on l'utilisait en écran externe, en Smology notamment, et on avait ça sur notre écran, et c'était joli. Après, en post-production, on les a pas utilisés, mais pour le rendu en direct, c'était joli. Tout a été tourné en XOCN RAW. Ouais. On va prendre la dernière question, parce qu'après. Bonsoir. Ma question concerne le format XOCN. Donc la Burano est limitée en LT. Et je vous demande du coup si ça va venir plus tard en mise à jour, d'avoir un taux de compression plus bas, parce que j'imagine que sur des grosses productions, les gens pourraient peut-être utiliser la Burano en caméra B et vouloir avoir le même taux de compression que sur une Venice ou une Venice 2. Alors ça, c'est vraiment pas dans les roadmaps. J'ai vraiment demandé aux Japonais quand on était à l'université. On a vraiment parlé. Et c'est pas dans la roadmap pour des questions de consommation essentiellement. Parce que ça nécessite plus de courant et plus de calcul et plus de débit vers les cartes. Donc les cartes le permettraient presque. Mais après, c'est au dépend de la sécurité sur la carte même. Il faut savoir que ces cartes-là, c'est des cartes pas trop chères, c'est de la CF Express type D, et c'est des monochips. À l'intérieur, il y a un seul et unique composant de mémoire. Donc ça veut dire que tout le débit est adressé dans un seul bus qui enregistre sur la carte. C'est-à-dire que ponctuellement, la carte, elle chauffe à des températures où vous n'avez même pas idée. Et c'est normalement le boîtier de la carte qui est censé dissiper par conduction les calories quelque part ailleurs. Mais où ailleurs? Dans la caméra, puisque les cartes sont à l'intérieur de la caméra. Donc ça, c'est un vrai problème technologique de gérer ça. Dans les cartes AXSM, donc c'est les cartes qui servent à faire du raw recording en EST et en XT même,
La carte, elle n'est pas du tout faite pareil. C'est plusieurs chips. Donc déjà, le débit est divisé en 4 chipsets. Les chipsets, ils sont répartis sur la carte, qui est collée sur une face en métal, qui radie ses calories. Et donc, c'est beaucoup plus fiable et c'est beaucoup plus facile de gérer des très hauts débits dans ce genre de carte. D'ailleurs, on n'a pas vraiment le choix. Si on veut monter en débit, il faut splitter le signal sur différents composants. En plus, ça a un autre avantage, ça permet d'avoir des réserves de mémoire pour que quand les cases mémoire sont défectueuses, au moment du formatage, c'est détecté, c'est remplacé. Donc du coup, la longévité de la carte est beaucoup plus longue. Quand vous payez une carte 5 000 €, vous attendez quand même de l'utiliser quand même pendant quelques années. Quand même. Donc on est obligé d'utiliser cette technique. À partir du moment où on a un média très abordable, très intéressant en termes de coût, eh ben on va être dans du monochip, on va être dans un. Alors quand même sur la CF Express type D, il y a quand même un substrat métal. Hein. C'est pas une 100% plastique. Vous regardez, il y a une face métallique qui sert justement à dissiper la chaleur. Vous avez vu les réponses qu'on fait souvent aux questions sur la techno, il y a toujours un compromis en fait. Il y a vraiment eu une décision d'aller fortement sur compacité, limiter la possibilité de sensorisation. C'est moi qui fais ça. Et bref, vous avez compris, c'est une caméra qui est telle qu'elle aujourd'hui, qui est vraiment faite pour le terrain. Souvent, il y en a qui appellent street cinématographie, donc qui combine la partie art du cinéma, mais aussi une partie agile terrain. C'est ça le positionnement de la Burano. On va arrêter aujourd'hui, même si on peut se retrouver et on peut prendre pas mal de questions. On va juste passer, ce qu'on n'avait pas dit tout à l'heure, parce que c'est important pour nous, les films faits cette année en France, alors pas tous évidemment, mais une sélection par d'éminents opérateurs et non moindres de l'AFC, qui ont été tournés en Venise, c'est ce qu'on voulait vous montrer au début, puis ça s'est pas passé. C'était important pour nous de remercier aussi tous les chefs opérateurs qui font confiance à la marque et qui nous amènent des très belles images, notamment la passion de qu'on a vu au Festival de Cannes, qui était magnifique, donc voilà. Et puis aussi, Jean-Yves, chez qui tient à cœur le Marinette. Oui, le Marinette, et puis le film de Karine Champetier aussi, dont j'ai vu les images en primeur à l'étalonnage. Et voilà, bon, ce sont tous ces chefs opérateurs tirent le meilleur parti des performances de nos caméras. Et j'espère qu'ils apprécient justement toutes ces ressources qui sont à leur disposition et toutes les limites qu'ils peuvent repousser pour aller travailler dans un jardin de plus en plus grand, quoi. Libérer les chakras et aller vers plus de créativité. Voilà, on va s'arrêter là, on va en profiter pour ceux qui veulent revoir les images de Chris, on va les repasser 4 minutes et puis on se retrouve juste à côté, et pour ceux qui s'en vont, on vous remercie d'être venus nous voir ce soir. Et on est là autour de la caméra pour ceux qui veulent la voir. On va la mettre un peu au milieu, comme ça vous pouvez tourner autour, vous pouvez la mettre à l'épaule, regarder les menus, et jouer un peu avec pour ceux qui s'intéressent. Merci beaucoup. En tout cas. Merci d'être venu.